Merci beaucoup pour votre question. Je veux dire ceci. Si les chefs de l'État trouvent qu'il est important de faire une révision constitutionnelle, moi je n'en vois pas du mal parce que la Constitution elle-même nous permet. D'abord, nous devons savoir, quand on veut changer la Constitution, quel est le but du changement de la Constitution? Nous savons très bien que la Constitution est faite pour remettre la population au même pied d'égalité. Et si le chef de l'État trouve qu'il y a encore des zones d'ombre, là où la population ne se met pas à l'aise, il doit réviser. Pour quel intérêt? Pour qu'il y ait une grande égalité, pour qu'il y ait une grande liberté et pour qu'il y ait une justice équitable. Tout cela doit revenir en compte si on trouve qu'il y a des points jusque-là qui n'ont pas été en faveur de la population. Nous savons aussi qu'il y a plusieurs dispositifs sociologiques et politiques, culturels aussi, qui doivent encore être revus pour le bien-être de notre population. Et si on disait que le chef de l'État veut réviser la Constitution, je comprendrais mal comment est-ce que les uns et les autres vont s'acharner sur ce point. Parce qu'il y a des points réellement qui doivent être revus. Il y a des lois. Et puis, je vais dire ceci. Comme le chef de l'État avait annoncé dans sa première sortie, il avait dit ceci. Je cherche à changer, à réviser la Constitution parce que nous avons trouvé que la Constitution a été faite sous une situation de pression, c'est-à-dire quoi? Lorsque le pays était vraiment en pleine guerre, il y avait de ce côté les gens qui avaient les 4+1 et c'était en 2006 comme vous le savez. Donc c'est une période qui a précédé presque l'avènement de la guerre de l'Est. Et le temps, comme ça se dit, on doit changer s'il y a des conditions matérielles qui ne sont pas vraiment bien réunies ou même temporelles. Alors, vu son approche, il est en train de parler des conditions temporelles qui n'ont pas été réunies parce qu'on a fait cette loi parce que nous venions de la guerre. Il y avait les Rwandais qui étaient venus pour nous aider avec cette guerre et quand ils sont rentrés, il y a eu le cafouillage. Réellement, moi je trouve que les chefs de l'État, vraiment, il est dans ses compétences. Vu que l'article 89 nous permet de réviser la Constitution, il peut réviser la Constitution sans pour autant toucher à l'intégrité territoriale. Alors, aujourd'hui, nous avons entendu parler par-ci, par-là. Si je veux entrer dans les détails des articles, ça va nous prendre beaucoup de temps parce que c'est une petite interview. Je ne sais pas si c'est une interview ou un magazine, je ne sais pas. Mais si c'est une interview, je ne peux pas entrer en détail. Parce que... magazine. Ah, merci beaucoup. En tout cas, alors aujourd'hui, madame, l'opposition est en train de se regrouper, de créer un bloc. Est-ce que ce bloc-là de l'opposition peut-il freiner au moins cette révision de la Constitution? Je vais d'abord te dire, les soi-disant, entre parenthèses, je dis les soi-disant opposants. Ils sont de ceux qui ont 6 ans, 8 ans plus tôt ici, cherché à ce qu'il y ait changement de la Constitution. On fait un devoir de mémoire, on va faire revenir monsieur, c'est qui encore, Ramazani, Shadari, tous les autres, Vwemba et autres là. Il y a encore des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont envisagé qu'il y avait certains aspects qui devaient être revus. Et comment se fait-il que ces mêmes gens, si réellement ils étaient objectifs, ils avaient en son temps accepté qu'il y ait révision de la Constitution et aujourd'hui ils doivent prendre une position
position contraire. Je vais tout simplement dire que les soi-disant opposants, ce sont des personnes sans position. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'objectif politique. Ce sont des personnes qui sont en train de se lier à certains aspects. Apparemment, quand on parle de la révision constitutionnelle, tout le monde s'en tient toujours à l'article 220. Non, l'article 220, on va changer la durée du mandat. Mais il n'y a pas seulement ça dans l'article 220. Dans l'article 220, il y a beaucoup de choses qui doivent être touchées. Je vais lire en passant, parce que c'est souvent sur ça qu'ils sont en train de s'éterniser. On nous dit dans l'article 220, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, pluralisme politique et syndical ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. On peut dire oui, tout comme on peut dire non. On savait qu'avant, nous avons un régime de 7 ans. Et on est passé de 7 ans à 5 ans. Et si on trouve que l'intérêt de la population n'est pas vraiment rencontré, nous pouvons passer de 5 ans à 7 ans. Quand on parle le nombre, la taille du gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut parler de la taille du gouvernement? Tantôt on parle des 50, tantôt 60, tantôt 66. Tout cela pourquoi? Parce que le pluralisme n'a pas été bien initié dans notre pays. On va te parler du pluralisme avec plus de 1000 partis politiques. Je veux dire ceci. Selon notre loi, par exemple, pendant la période de la campagne, il y a une loi qui dit que tous les partis politiques doivent recevoir le financement de la part du gouvernement de la République pour préparer leurs élections, leur campagne électorale et pour des activités. Imaginez cette loi avec les 1000 partis politiques. Combien de budget on va allouer aux partis politiques pour que tous les partis politiques puissent être à l'aise et œuvrer comme il se le doit. Moi, je trouve qu'il y a des articles qui doivent être qui doivent être ôtés de la Constitution. On a parlé de l'article qui nous disait que le gouvernement devait passer, on devait passer de 11 provinces à 26 provinces. Cet article-là, on les laisse dans la Constitution. Pour quel intérêt? Parce qu'on est déjà à 26 provinces. Cet article a été érigé parce qu'il y avait raison de cause. Mais aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. Pourquoi nous allons encore retenir cet article là-bas? Comme on nous dit toujours dans les articles, vous allez trouver par exemple comme l'article 11, l'article 51, l'article 143, l'article 117 aussi qui fait parler un peu, et 217 dont les gens parlent, oh, on va prendre une partie de terre. Tout ça, moi je peux dire, cet article est peut-être mal comprise parce qu'il faut la commencer en 214, 215, 217. On peut le faire, mais il faut qu'il y ait un référendum populaire. Donc il faut qu'on consulte toute la population congolaise. Si cette population accepte, c'est alors qu'on doit céder une partie de notre souveraineté. Mais si la population, parce qu'on a dit des référendums populaires, s'il n'y a pas de référendum populaire, cela ne peut pas se faire. Mais nous savons, par ailleurs, comme disent les opposants, les chefs de l'État, en tant que garant de la Constitution, il peut de lui-même, s'il trouve que la Constitution n'est pas bonne, procéder à une révision. Le gouvernement, l'exécutif, il peut aussi décider. S'il trouve qu'il ne sait pas travailler en toute liberté, il peut procéder au changement, aux révisions de la Constitution. Nous avons chambre haute, chambre basse réunies. Ils peuvent aussi voter pour le changement de la révision de la Constitution. 3 cinquièmes
de la majorité, s'ils votent pour cela, cela peut arriver. On peut aussi dire, moi, toi et un autre Congolais, plus de 100 000 Congolais, nous nous réunissons, nous signons une pétition. On peut aussi réviser la Constitution. Donc, il y a plusieurs chemins par lesquels nous pouvons passer au changement de la Constitution. Donc, cela ne peut pas dire que les opposants peuvent s'élever aujourd'hui. Ils s'opposent d'abord contre quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les opposants? Qu'est-ce qu'ils font pour prouver leur opposition? Ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent au président. Ils s'opposent à la population. Parce que nous savons tous que le chef de l'État actuel a été élu à presque 75%. Donc, la population est derrière le chef de l'État. Autrement dit, vu ce suffrage qui a été exprimé par la population, ce que le chef de l'État dira, automatiquement, la population est derrière, puisque la population a adopté le projet du chef de l'État à 75%. Donc, même si on entre dans la répartition, lorsqu'on te parle de 3/5, on est à 60%, mais avec 75%, on est plus qu'au-delà. Donc, l'opposition ne peut vraiment que se reposer le temps que nous, on est en train de travailler. Nous allons aussi parler, parce que moi, je parle d'un côté, l'article 219. Ça aussi, les opposants sont en train de lever sur cet article. On parle de l'état d'urgence, on parle de tout cela, mais je veux dire que les deux assemblées sont en train de se réunir tous ensemble. Nous savons que l'Est qui est en guerre, l'Est a voté. Au niveau de l'Assemblée, nous avons les députés de l'Est. Donc, comme il y a des députés de l'Est, on peut procéder à une révision. Cela n'est pas en train de bloquer le chef de l'État. Ça, c'était pour votre question, les opposants. La manœuvre des opposants ne peuvent en rien bloquer parce que le président de la République a la majorité et il va procéder à la révision constitutionnelle. Je veux d'abord faire un bref aperçu sur la situation de l'Est. Normalement, comme les gens le disent, c'est une guerre qui est purement politique. Moi, j'ai été personnellement à l'Est. Quand vous arrivez au niveau de la frontière, mais on te donne les visas pour entrer au Rwanda et pendant 6 mois, et le visa est gratuit. Et je t'informe qu'il y a des Rwandais qui viennent travailler au Congo. Il y a des Congolais qui vont travailler au Rwanda. C'est pour te dire que si tu parles, une fois quand je suis arrivé à Goma, la haine que j'avais envers les Rwandais, j'étais vraiment confondu moi-même parce que j'ai trouvé les Rwandais qui venaient là-bas, on restait avec eux. Ici dans les provinces, vous ne voyez pas les Rwandais, mais là-bas, les Rwandais vivent avec les Congolais. Ils sont vraiment à l'aise. Et comme on dit la guerre peut-être se trouve dans des villages. Dans des petits villages, des petits territoires occupés. C'est comme ici, comme vous le savez, des fois, nous avons des incursions de Katakatanga. Ils viennent et puis ils rentrent. C'est la même chose avec ce qui se passe au niveau de l'Est. C'est-à-dire quoi? Il y a des fois des gens qui viennent dans des petits villages là-bas, ils entrent et ils dérangent la population, après ils sortent à Beni. La vie est normale, les gens vivent là-bas. Il n'y a pas que les gens sont dans des huttes, ils ont fui leur maison, ils sont encore dans leur maison. C'est toujours la même situation que celle qui s'est passée ici. Tu verras à un certain moment, non, Gédéon a quitté, il est venu au centre-ville, on l'a chassé et les Katanga est resté. C'est toujours comme ça. Donc c'est presque la même chose. Et je ne pense pas que cela pourra empêcher le chef de l'État de matérialiser sa vision de la révision constitutionnelle. Il y a beaucoup de points qui doivent être touchés. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans la province. Pour que le gouverneur soit voté, il faut que les députés, et les députés corruptibles, on leur donne des enveloppes, ils votent un gouverneur. Même si le gouverneur n'est pas compétent, tu verras que on leur donne des petits cachets pour garder. Mais si c'est la population, parce que nous ne sommes pas liés, si nous sommes nous-mêmes les gens qui doivent voter
en première condition. Si nous voyons que nos routes ne sont pas en bon état, on va se mettre debout, on va crier. Non, regarde, les routes sont en délabrement total, l'électricité n'est pas bien approvisionnée. Mais s'il y a des gens qu'on peut gérer par quelqu'un, vous trouvez que c'est difficile pour nous de faire un pas. Et aussi, c'est difficile aussi pour les chefs de l'État de travailler. Parce que le chef de l'État n'est pas le chef direct. Je peux dire cela. Donc, s'il arrive que la province est mal gérée, c'est difficile au président de la République de prendre des mesures y afférentes parce qu'il est limité par l'Assemblée. Et cette Assemblée qui n'est pas non plus crédible. C'est la grande difficulté. Après 5 ans, on va dire que non, le chef de l'État n'a pas bien géré son mandat. Mais avec qui il doit gérer? Or, ils doivent dépendre directement. C'est pour cela que moi je peux dire les gouverneurs des provinces doivent être nommés par le président de la République, comme le faisait dans le temps le président Mobutu. C'est une façon de contrôler directement la population. Parce que même si aujourd'hui nous nous plaignons contre les dirigeants de la province, cela n'aura pas vraiment de l'impact sur notre situation aussi longtemps que peut-être les députés provinciaux se trouvent vraiment mis à l'aise par quelques enveloppes alors que la population est en train de croupir. Donc vous savez que nous avons beaucoup de points qui doivent être changés afin que cette population puisse aussi vivre paisiblement, tranquillement dans leur pays. En tant que citoyenne congolaise, moi je dirais, je soutiens cette action de la révision, ce n'est pas le changement, je dis la révision de la Constitution. Et vous savez aussi, dernièrement, il y a le professeur Noël Chani qui a parlé de le premier article, de le renforcer pour dire que ne peut être président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais. Moi, je trouve que ce sont des lois pareilles qu'on doit aussi mettre pour protéger notre souveraineté. Parce que quelqu'un qui a un pas dedans, un pas dehors, vous avez vu du temps de Kengo Wandondo, lorsque Mobutu a été déchu, il est arrivé à l'aéroport, on a voulu l'arrêter, il a exhibé un autre passeport. Moi, je suis quoi? Moi, je suis polonais. Ce qui veut dire que nous avons tout intérêt, comme au niveau de la présidence, de prendre des gens qui sont 100% congolais, afin que ce pays puisse aller à l'avant. Je soutiens vraiment fermement la position du chef de l'État de réviser notre constitution pour le bien-être de tous.